Je vous présente notre invité aujourd'hui, donc Sébastien Monpetit, qui est postdoctorant à l'Université Warwick. Il a fait son baccalauréat à l'UQAM, sa maîtrise à McGill et son doctorat à Toulouse. Et il va aujourd'hui nous présenter une de ses études. Les sujets de Sébastien, ça tourne autour de l'économie de l'éducation, économie publique, économie du développement. Donc, il a travaillé, entre autres, sur le clientélisme politique, sur l'interdiction du port du voile en France. Et aujourd'hui, évidemment, comme vous l'avez vu dans l'annonce, il va nous parler du programme de service de garde du Québec. Donc, sans plus attendre, Sébastien, à toi la parole. Merci d'accepter l'invitation. Bon, merci beaucoup, Antoine, pour l'introduction. Merci pour l'invitation ici. C'est toujours un plaisir de présenter mes travaux. Donc, sans plus tarder, je vais aller directement dans le vif du sujet puisqu'on a déjà perdu un peu de temps. Donc, déjà, petit truc avant de commencer, la recherche est en anglais, d'où le titre en anglais entre parenthèses. Donc, veuillez m'excuser qu'il va rester un petit peu d'anglais sur certaines figures et sur certains résultats. Et veuillez m'excuser, c'est quelques anglicismes qui se glissent ici et là dans la présentation. Donc, dans cette recherche, on s'intéresse au retour sur investissement pour la société du programme québécois, donc qui investit dans des garderies à bas prix ou offertes à tous. Donc, pour motiver un peu cet article, je veux vous présenter d'abord les résultats d'une recherche récente aux États-Unis qui a estimé des ratios bénéfices-coûts ou avantages-coûts de 133 réformes implémentées aux États-Unis dans le demi-siècle dernier. Ce que je veux vous présenter, donc, c'est un résumé de ces résultats qui seront présentés dans ce graphique. Donc, sur l'axe des X, on a l'âge des bénéficiaires. Et sur l'axe des Y, donc, on va avoir la valeur marginale des fonds publics, qui est une mesure, donc, des bénéfices sur les coûts nets, du ratio bénéfice-coût net de ces réformes. Donc, on va voir dans ce graphique différentes couleurs. Ça va simplement représenter différentes politiques publiques de multiples domaines. Et donc, maintenant, je vais ajouter les points. Ça va être un petit peu impressionnant. Donc, ça donne ça. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup d'informations, mais il semble y avoir désolé l'anglicisme, mais il semble y avoir un pattern qui émerge de ce graphique, qui est le fait qu'il semble y avoir deux masses de points. Une masse de points autour de valeurs de 1, qui sont donc les réformes qui investissent dans les adultes. Il semble y avoir une deuxième masse de points en haut à gauche du graphique, qui sont donc les interventions qui investissent dans les enfants et les adolescents. Et donc, ce qu'on constate, c'est que ces interventions, donc, visant les individus de jeune âge, semblent offrir de très grands retours sur investissement, bien plus que les investissements dans les adultes. Et je veux attirer maintenant votre attention sur 3 points dans ce graphique, qui sont les 3 points rouges en haut à gauche, qui sont donc des interventions au préscolaire dites ciblées, donc qui sont offertes aux familles désavantagées aux États-Unis. Et donc, on constate, donc le résultat principal de cette étude, du moins qui m'intéresse, c'est que donc ces réformes ciblées sont parmi les réformes ayant eu les plus grands retours sur l'investissement, du moins aux États-Unis. Et donc, il semble qu'elles soient très désirables, ces réformes. Maintenant, il y a de plus en plus Donc, il y a de plus en plus de propositions d'étendre ces programmes à l'entièreté de la population. Donc là, je vous ai donné des exemples du monde anglo-saxon, mais évidemment, on a ces discussions aussi, que ce soit au Québec ou en Europe francophone. Mais par contre, donc, ces expansions, elles sont souvent justifiées par ces résultats d'intervention ciblée. Or, les analyses sur les réformes universelles sont assez rares, puis ont des résultats assez divergents. Et donc, une des potentielles raisons, c'est que les réformes ciblées par rapport aux réformes universelles, c'est potentiellement des réformes très différentes. Okay? Donc, non seulement on a une plus grande diversité de bénéficiaires, on n'a pas que des familles désavantagées, mais aussi la classe moyenne supérieure, et elles ont des coûts très élevés, les réformes universelles, puisqu'on ouvre à tous. Ensuite, il y a une difficulté méthodologique aussi que ça implique, c'est que c'est une réforme qui est un grand changement dans l'environnement économique. Et ça va poser certaines difficultés. Okay? Sans aller trop dans les détails,
par exemple, le fait qu'on a de très grandes réponses des mères qui entrent sur le marché du travail, ça va poser des difficultés dans l'estimation des effets de ces réformes. Et la deuxième difficulté, c'est qu'il peut y avoir une présence de gains non pécuniaires, donc non monétaires, qui sont potentiellement très difficiles à quantifier avec des méthodes causales classiques. Et donc, j'ai en tête ici des choses comme la valeur du temps qu'utiliser un service de garde libère pour les familles, la diminution des efforts qui doivent être investis dans la garde d'enfants à la maison, peut être potentiellement épuisant, et ensuite, le fait qu'il y ait une plus grande disponibilité de place, et on va voir que ça, c'est assez crucial dans le cas de la réforme du Québec, ça peut réduire, par exemple, la difficulté à trouver une place, qu'on sait être tout un défi, même encore aujourd'hui. Par exemple, de se déplacer vers les gardiens et gardiennes d'enfants, qui est aussi un coût important pour les familles, et donc, etc. OK. Donc, dans cette étude, je vais m'intéresser donc à la réforme de 1997 au Québec, qui est donc le programme de service de garde universel à contribution réduite. Où cette politique a essentiellement fait deux choses. Elle a diminué le prix du service à 5 par enfant par jour, et elle a substantiellement augmenté l'offre de places, donc le nombre de places disponibles en garderie. Donc, dans un premier temps, je vais estimer les avantages pécuniaires et les coûts de cette réforme, pour avoir une première idée de est-ce que donc ces bénéfices monétaires, ils se situent où, même si on ne prend pas en compte les effets non pécuniaires. Donc, je vais utiliser des méthodes classiques d'analyse d'impact, ici un modèle de différence en différence, où je vais étudier notamment l'effet sur l'offre de travail des mères, un peu aussi sur les effets sur les enfants à long terme. Et je vais exploiter en particulier la variation de l'offre locale de garderie, grâce à des nouvelles données que j'ai digitalisées sur l'offre par région administrative au Québec. Et ensuite, je vais calculer les coûts qui sont à la fois le coût direct pour l'État, donc les subventions allouées au programme, et ce qu'on appelle en termes techniques les externalités fiscales. Ce sont les effets donc indirects sur le budget gouvernemental, par exemple liés au fait que plus les femmes travaillent, plus il y aura de nouveaux impôts récoltés sur ces membres. OK. Et dans un deuxième temps, je veux donc quantifier ces bénéfices non pécuniaires. Et ça va être un peu plus complexe. Il va falloir spécifier un modèle économique où ici, on va s'intéresser à l'allocation du temps des mamans, donc entre travailler, par exemple, s'occuper de l'enfant à la maison et les loisirs, et du choix de garde de l'enfant. Okay, ça va nous permettre de mesurer donc, les gains et les pertes potentielles non pécuniaires d'introduire ce genre de réforme. Okay, où j'ai ici en tête, par exemple, comme je disais, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Et ça va nous permettre de tenir compte de cette histoire de réforme qui est un gros changement dans l'environnement économique. Et en dernier, finalement, on pourra utiliser le modèle pour simuler des réformes alternatives, pour essayer de voir si le gouvernement peut faire mieux en allouant différemment les ressources. OK. Donc, je vous donne d'abord un aperçu des résultats principaux. Donc, je vais m'intéresser au retour social, donc l'effet sur le bien-être de la société de cette réforme donc à court terme, sur la période jusqu'à 2003, où donc je vais estimer ces ratios bénéfices-coûts nets, comme je vous ai montré au départ. Et donc, quand j'utilise ces méthodes classiques, donc où on met l'accent sur les recours monétaires, je vais trouver que chaque dollar dépensé rapporte 1,4 $ donc en revenus pour les mères en particulier. Alors que quand je monétise ces bénéfices non pécuniaires et que je prends en compte donc, le fait que la réforme est un gros changement, j'obtiens donc ça plus que double le gain net. Okay. Et donc, juste pour mettre un peu ces résultats en perspective, je les remets ici dans le graphique que je vous ai montré au départ, où je mets donc la réforme comme si c'était une politique qui visait les adultes, puisque je mets l'accent sur les mères dans ce cas-ci. Puis on voit que si je prenais en compte que les gains de revenus, ce serait un point parmi les autres pour les réformes investissant dans les adultes.
Par contre, lorsque je prends en compte donc, ces bénéfices non monétaires, on se rapproche beaucoup des retours, des très importants retours des programmes ciblés. OK. Maintenant, donc, je vais aller un peu vite là-dessus, mais donc, qu'est-ce qui est nouveau dans cette étude? D'abord, donc, c'est la première étude qui quantifie les bénéfices non pécuniaires de ce genre de politique. Ensuite, je vais regarder comment les impacts varient en fonction de l'offre locale en garderie par région administrative. Et je vais jeter un coup d'œil aux effets à long terme sur l'éducation. Donc, je vais me limiter à ça pour ne pas trop entrer dans les détails techniques. Et donc, voici le déroulé du reste de la présentation. Donc, je vais d'abord présenter le contexte québécois et les données qu'on utilise. Ensuite, je vais vous parler des impacts de la politique, où je vais notamment discuter de l'impact, de l'importance, de l'offre de services. Ensuite, je vais discuter brièvement du modèle économique qui me permet de quantifier ces gains non pécuniaires. Ensuite, l'analyse du retour sur investissement en comparant ces deux méthodes. Et je vais conclure. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'elle appelle la réforme québécoise? D'abord, avant septembre 1997, l'état de la situation au Québec, c'est qu'il y avait une faible participation des maires au marché du travail par rapport aux autres provinces. Donc, il semblait y avoir un potentiel pour stimuler l'offre de travail des maires québécoises. Et aussi, il y avait une offre très limitée en garderie privée. Donc, il y avait essentiellement une place par 6 enfants d'âge préscolaire seulement en 1997. Donc, qu'est-ce que cette réforme a fait essentiellement? Donc, il y a 2 éléments principaux. D'abord, l'introduction de garderies subventionnées à 5 $ par enfant par jour, donc les CPE, qu'on connaît bien. Et donc, ça représentait un quart du prix moyen brut qui était en vigueur avant la réforme. Donc, une substantielle réduction. Et ça a été accompagné par une expansion massive du réseau de garderies où on sait très bien qu'on était tout de même en situation de pénurie, avec environ seulement une place par 3 enfants en 2000. Donc, comment la politique a été mise en place? Donc, l'accès est universel, donc il n'y a pas de conditions de revenus, de participation au marché du travail, etc. Le seul critère d'éligibilité au départ, c'est l'âge de l'enfant, qui est donc un critère, donc, comme la politique n'a pas trop eu d'effet sur la fertilité, ça semble un peu, bon, c'est un critère exogène en termes économiques. Et donc, les places étaient données de manière, donc, premier arrivé, premier servi, via des listes d'attente. Et donc, la politique a été aussi financée via des changements à d'autres prestations familiales, notamment l'abolition du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde, qui était plus avantageux pour les familles à faible revenu. Et donc, ça posait des questions d'équité à l'époque, évidemment. OK. Donc, rapidement sur les sources de données, on utilise l'enquête longitudinale sur les enfants et les jeunes, qui sont donc des échantillons représentatifs de la population des enfants au Canada et de leurs parents. On met l'accent sur 1997 à 2003, où donc ces données contiennent de l'information sur l'offre de travail des parents, les modes de garde et la qualité de garde, des mesures de développement de l'enfant et des caractéristiques des ménages. Et donc, on va, comme échantillon, choisir, donc suivre la littérature et choisir les familles biparentales avec des enfants d'âge préscolaire. Parce qu'il y avait d'autres changements pour les familles monoparentales et on ne veut pas capturer ces autres changements. Et donc, on complémente ces données avec une nouvelle source de données qu'on a digitalisée sur les taux de couverture en garderie par région au Québec. Donc, ça veut dire quoi? C'est le nombre de places par région administrative en fonction du nombre d'enfants dans ces régions. Et donc, on a digitalisé ça de vieux rapports ministériels aux archives nationales. Donc, pour vous donner une idée de quoi ressemblent ces données, je vous présente ici la variation de ces taux de couverture, là, de l'offre de garde au Québec par région administrative et au fil du temps. Donc, qu'est-ce que ça représente, là, ces schémas? C'est un peu la distribution, donc à quel point le taux de couverture varie au sein d'une année. Et donc, ce qu'on a déjà sur l'axe des Y, là, pour être clair, c'est le nombre de places en garderie par enfant d'âge préscolaire, ce qu'on appelle le taux de couverture.
Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il semble y avoir une variation locale importante. Si j'étais pour vous montrer aussi les valeurs extrêmes, vous verriez très bien que les régions plus couvertes sont 2 fois plus couvertes, jusqu'à 2 fois plus que les régions les moins couvertes. Et donc, on voit donc très bien sur ce graphique qu'il y avait des pénuries importantes dans la réforme. Donc là, ici, je lis les médianes, donc les milieux de la distribution. Et on voit que le taux de couverture médian, il était très faible en 1997, de l'ordre de 0,15 places par enfant. Et ensuite, il y a eu une expansion importante et rapide jusqu'en 2006, où un plateau a commencé à être atteint. Et juste petit détail, donc on arrête l'analyse vers l'an 2003 pour plusieurs raisons. Là, déjà, on ne veut pas confondre nos estimés avec la réforme des congés parentaux de 2006. Okay? Et aussi, on veut mettre l'accent sur la période où seulement des places en CPE ont été ouvertes. Parce qu'il y avait un moratoire sur les places en garderie privée et donc une période de gel ou de conversion là, de privé vers public jusqu'à cette période. Donc, nous, on veut vraiment s'intéresser à l'offre de garde à bas prix. Donc, on va se limiter à ces effets de court terme. OK. Maintenant, je vais discuter des impacts de la politique. Et donc, rapidement, qu'est-ce qu'on fait dans cette section? On veut documenter l'importance de l'offre locale dans l'impact de ces réformes. On veut mettre en évidence les sources de gains et des pertes pour les familles, à la fois pécuniaires et non pécuniaires. Et ça va nous servir, d'un point de vue plus technique, ça va nous aider à estimer le modèle économique aussi, puisqu'on pourra utiliser cette réforme comme source de variation dans le modèle. Je n'entrerai pas trop dans les détails, là, mais on peut en discuter dans le séminaire technique plus tard. OK, ça y est. Donc, je vais aller rapidement sur cette section aussi un peu plus technique, là, mais donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette partie? C'est que je vais essayer de voir comment les maires répondent à cette réforme, où je veux notamment savoir comment, c'est quoi les changements au niveau de l'emploi, de l'utilisation des services de garde et de notre mesure de qualité de la garde, qui sera la lecture à l'enfant, le temps de lecture. Et donc, cette analyse va prendre en compte en particulier donc l'âge des parents, l'âge de l'enfant, et donc toutes sortes d'autres variables qui pourraient, disons, biaiser la relation. Et donc, dans un second temps, je vais réestimer les mêmes effets, mais je vais les faire maintenant varier par région administrative. Où je vais essayer de voir est-ce qu'il semble y avoir un lien donc entre cette offre de garde locale et les impacts de la réforme. Et donc, juste avant, je vais glisser quelques mots sur ce qu'on voit dans les données brutes. Donc, on voit dans les données brutes que donc dans ces graphiques, je représente à gauche l'emploi des maires et à droite l'utilisation des services de garde. Où en haut, on a donc, disons, la participation dans ces marchés et en bas, les heures en garderie ou en emploi. Et on voit donc que le Québec et le reste du Canada évoluaient de manière assez similaire avant la réforme, là, qui est cette ligne pointillée. Et ensuite, il y a une grande divergence donc, entre le Québec et le reste du Canada, surtout dans l'utilisation des garderies et les heures travaillées, par exemple. Et donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça, c'est juste pour vous remontrer un peu où était l'état de la situation dans les études. Donc, ici, je vous montre les chiffres. Donc, pour juste mettre ça en perspective, on voit que l'augmentation de la participation au marché du travail des maires est de l'ordre de 8 points de pourcentage à peu près, ce qui est énorme. Hein? Donc, on parle d'une entrée massive de maires sur le marché du travail, là, de l'ordre de 15 de la moyenne avant la réforme. Et donc, de manière similaire, on voit une grande augmentation de l'utilisation des services et on voit aussi qu'il y a une augmentation de la lecture hebdomadaire à l'enfant. Donc d'une certaine façon, il semble que les mamans ont compensé pour le fait qu'elles allaient travailler et qu'elles étaient moins souvent que les enfants par un investissement, disons, plus important dans l'éducation de leurs enfants à la maison. OK. Donc,
Là, je vous ai montré un peu les effets moyens, je sais un peu rapidement. Mais ce qui sera un peu plus nouveau dans l'analyse, c'est cette différence dans les effets à travers les régions. Et donc, puisqu'on sait que ces effets moyens peuvent capturer à la fois la baisse du prix dans les garderies et l'augmentation de la disponibilité des places. Et nous, on aimerait savoir, ben, est-ce que le nombre de places, c'est crucial ou si c'est juste une question de baisse de prix? Et donc, ce que je trouve quand je fais cet exercice, dans ces graphiques, donc, je vous montre les impacts de la politique sur, à gauche, l'emploi des maires et à droite, l'utilisation des services de garde. Et chaque point dans ce graphique est une région administrative, OK? Donc l'effet pour une de ces régions, où la grosseur des cercles représente la population dans ces régions. Et on voit qu'il y a donc effectivement une association positive entre le niveau d'augmentation de l'offre dans une région, qui est donc l'axe des X ici, et les effets de la réforme sur à la fois l'emploi des maires et l'utilisation des services de garde. Donc, ça nous donne déjà un premier indice que l'offre de garde semble être importante. OK. Donc, je vais aller rapidement là-dessus, mais il y a donc d'autres exercices là, que je fais dans cette section d'analyse d'impact de la réforme, où notamment, ben, je calcule l'augmentation, l'effet sur les revenus, hein, qui sera une composante importante du premier estimateur là, qui met l'accent sur les gains monétaires. Aussi, je retrouve, comme les articles précédents, qu'il n'y a pas d'impact sur les paras. Okay? Les pères travaillaient déjà beaucoup à l'époque et ils ont continué de travailler beaucoup après la réforme. Et aussi, on fait une analyse des impacts à long terme sur les enfants, où on voit que malgré des résultats récents qui montrent des impacts négatifs à court terme sur la santé et le comportement des enfants, il ne semble pas y avoir de conséquences négatives, du moins à long terme, sur l'éducation des enfants et sur leur performance scolaire. OK. Donc, maintenant, je passe à une partie un peu plus technique, encore une fois, qui est donc ce modèle économique qui permettra de quantifier les gains non pécuniaires. Donc, je vais essayer de rendre ça très digeste là, et de dire ça en mots. OK? Vous verrez un peu de maths, mais ça devrait être relativement léger, je pense. Donc, c'est un modèle économique où on va s'intéresser à l'allocation du temps des mères et au choix de services de garde, qui s'inspire donc d'une étude récente américaine. Et donc, d'abord, on va s'intéresser à comment les mamans répartissent leur temps entre travail, garde à la maison et loisirs. Elles feront ensuite une décision à savoir si l'enfant sera gardé à la maison ou en service de garde. Et on va s'intéresser, à comment la garde à la maison se passe. Ou de meilleures pratiques parentales vont requérir, par exemple, un effort. Okay? Je pense que ça, c'est censé être au pluriel, désolé. Où ça va requérir un effort de la part des parents, mais ça aura une conséquence positive sur le développement de l'enfant, qui aura une valeur pour les parents. Okay? Et donc, on va résoudre ce problème-là, où on va supposer que les mères tirent des bénéfices de leur consommation, de leur temps de loisir et de quelques attributs non pécuniaires, notamment le développement des compétences de l'enfant, la garde maternelle, donc le fait qu'elles puissent aimer être avec leurs enfants quand même. C'est pas juste un effort, mais ça peut être agréable d'être avec les enfants. Et ce qu'on va appeler des utilités, un coût non monétaire de l'utilisation des services de garde. Aussi, j'ai en tête ces histoires que je racontais au début, où lorsqu'on cherche une place en garderie, ben, il faut faire beaucoup d'efforts pour en trouver une. Il faut aussi se déplacer vers les gardiens et gardiennes d'enfants, et etc. Donc, entrer sur ce marché des services de garde, ça a déjà un coût, avant même de payer pour une place. Et il y aura cette question aussi, de l'effort investi à la maison. OK. Oui. Si la réforme.
je permets ça, oui. Je permets que l'augmentation du taux de couverture, entre autres, diminue ce coût-là. Okay. Bon, est-ce que je devrais passer ça, tu penses? Oui, OK. Donc, je vais passer une diapo technique. Veuillez m'excuser. OK. Donc, quels sont les résultats de cette estimation un peu compliquée? Je trouve essentiellement que y a des bénéfices et des coûts non pécuniaires importants liés à la garde d'enfants. Okay. Et notamment, on trouve qu'il y a cet effet d'épuisement dont je parlais à la maison, où les heures investies dans la garde d'enfants sont de plus en plus coûteuses, et donc réduire le temps, envoyer l'enfant en garderie, ça peut réduire de beaucoup cet épuisement des parents. OK. Donc, là, on fait des comparaisons un peu étranges parce que je compare un modèle mathématique économique un peu bizarre aux effets directs de la réforme. Et donc, on pourrait se dire, OK, cette représentation mathématique, c'est peut-être un peu loin de la réalité. Donc, pour voir si donc, ce modèle économique fait figure de bonne représentation de la réalité, je vais comparer l'analyse d'impact que j'ai fait au départ aux prédictions du modèle économique, où je vais simuler la réforme québécoise dans ce modèle estimé, en réduisant le prix à 5 $ par jour, en augmentant la couverture locale au niveau post-réforme que je vois dans mes données, et je vais abolir le crédit d'impôt remboursable que j'avais déjà pris en compte. Et donc, qu'est-ce que je vois quand je fais cet exercice? Je vois que, donc, si je compare les effets de l'analyse d'impact du départ en bleu aux prédictions de mon modèle en rouge, je trouve que, à la fois au niveau de la participation et des heures, à la fois du travail des mères et de l'utilisation de la garde, je suis assez proche de cette analyse d'effets directs. Le seul que je rate, là, c'est la lecture à l'enfant, mais au moins, disons, les plus grandes réactions comportementales, on voit qu'on les reproduit bien. Okay? Donc, donc, d'une certaine façon, ça justifie un peu les hypothèses qu'on a faites sur le comportement des gens dans le modèle. OK. Donc, pour finir, je vais discuter donc, de l'analyse des retombées économiques, donc à partir des analyses que j'ai faites jusqu'ici, où ce que je vais utiliser comme mesure de l'effet de ces retombées sur la société, c'est la valeur marginale des fonds publics, qui est donc ce ratio entre les bénéfices, ou disons la quantité en dollars que les bénéficiaires seraient prêts à payer pour voir cette réforme être mise en place, divisé donc le ratio sur le coût net pour l'État. Où, donc, comme j'avais expliqué un peu au départ, le coût net, c'est à la fois le coût direct, donc les subventions données aux garderies, et les externalités fiscales, donc ces effets indirects sur le budget de l'État qui proviennent de l'augmentation du travail des mères et donc des impôts payés. Et je vais calculer tout ça à l'aide d'un outil très puissant là, de Kevin Milligan à Vancouver. OK. Donc, il y aura une discussion un petit peu technique, mais en fait, je vais aller rapidement là-dessus. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser, disons, une méthode un peu plus classique, qu'on dit par statistique suffisante, qui permet d'estimer l'effet sur le bien-être social d'une réforme qui est un petit changement dans l'environnement économique. Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'on peut démontrer là, c'est que avec ces méthodes, c'est que l'impact sur les revenus des bénéficiaires, ça représente l'ensemble du gain pour la société, okay? Sous certaines hypothèses. Et donc, je vais estimer l'effet sur les revenus des mères pour ce point de comparaison. Et dans un second temps, je vais prendre en compte la nature non marginale de cette réforme et estimer les bénéfices non pécuniaires. Et ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais estimer donc, cette disposition à payer des bénéficiaires en simulant la réforme dans mon modèle économique. Donc, celui qu'on a vu qui reproduit bien la réalité. Ça va me donner, donc, je peux estimer cette valeur en dollars
de la réforme dans ce modèle qui inclut les bénéfices non pécuniaires. Et donc, la différence entre ces deux estimés, ça va me donner une idée d'à quel point la méthode là, pour les réformes, qui sont des petits changements dans l'environnement, est biaisée dans le cas de cette réforme. Et donc, ça me donne ces chiffres-là. Je vois donc d'abord que la politique ne se fait pas par elle-même. Okay? Ça, c'est un peu différent d'une étude qui a été faite il y a 10 ans, qui montrait que la politique semble s'être payée par elle-même. Moi, je ne trouve pas ça parce que je ne considère que les maires ici. Okay? Je ne considère pas les effets sur d'autres agents de la société. Et donc, si on se fie que aux revenus des maires, donc ces externalités fiscales sont inférieures aux coûts. Okay? Et donc, à gauche, je vous montre donc les bénéfices. Ce que j'obtiens quand je me limite aux revenus, c'est que les bénéfices sont que légèrement supérieurs au coût net. Alors que la disposition à payer estimée avec cette méthode qui prend en compte les gains non pécuniaires est beaucoup plus élevée, okay, de l'ordre de 2 fois plus élevé. Et donc, ça me ramène donc à ces résultats que je vous ai montrés au départ, où je trouve que lorsqu'on prend en compte ces bénéfices non monétaires, chaque dollar dépensé par l'État rapporte plus de 3 dollars en bénéfices pour la société, pour les maires. Et donc, le biais implicite de ces méthodes où on se limite aux bénéfices monétaires serait qu'on sous-estime grandement le bénéfice. OK. Donc, dans un exercice suivant, j'essaie de comprendre d'où viennent les gains de bien-être pour les mamans. Est-ce que ça vient essentiellement de la baisse du prix ou de la hausse de l'offre de garde ou de l'abolition du crédit? Est-ce que l'abolition du crédit change beaucoup les résultats? Et donc, ce que je fais, c'est que je vais simuler des politiques alternatives où je vais, par exemple, implémenter la réforme québécoise sans changer le prix. Je vais juste augmenter l'offre locale. Et ce que je fais quand je fais ça, on voit que la disposition à payer diminue, okay, de 16 donc, effectivement, la diminution du prix fait partie des gains de bien-être. Par contre, si je ne fais que baisser le prix, mais je n'augmente pas la couverture, et donc que je laisse les très grandes pénuries de l'époque en place, on voit que la disposition à payer est négligeable. Donc, essentiellement, il semble que l'augmentation de cette offre compte pour beaucoup, okay, dans les effets dans le retour social de cette réforme. Et si je maintiens le crédit d'impôt remboursable, ça ne change pas grand-chose sur la disposition à payer, là, ça l'augmente à peine, puisque de toute façon, garder un crédit sur une place à 5 ce sera minime. OK. Et donc, le deuxième exercice que je fais, c'est voir si l'État n'aurait pas pu, j'ai fait un si, un ré, donc si l'État peut faire mieux en allouant différemment les ressources, c'est-à-dire entre la réduction du prix et l'augmentation de l'offre. Et donc, je vais supposer ici que l'augmentation de l'offre est uniforme dans la province, là, pour simplifier l'exercice, et que chaque dollar dépensé par les parents dans ces simulations réduit la dépense de l'État de 1 dollar. Et ce que ça me donne, c'est le graphique suivant, où j'ai ici sur l'axe des abscisses le taux de couverture en garderie, okay, le nombre de places par enfant, et sur l'axe des Y, le prix chargé aux familles, où ici, je suppose un prix horaire, okay, plutôt que journalier. Et donc, la réforme telle qu'implémentée, c'est le point noir qui est là. Okay? Et on peut voir donc dans ce graphique que donc, quand on bouge vers des couleurs plus foncées, ça veut dire que le retour social augmente, okay, par rapport à la réforme telle que mise en place. Et donc, ce que je vois, c'est qu'au final, l'État aurait pu, du moins selon les prédictions du modèle économique que j'ai spécifié, que l'État aurait pu faire des gains encore plus importants en allouant plus de ressources à l'augmentation de l'offre qu'à la diminution aussi importante du prix. Okay. Bon, il ne faut pas oublier que cet exercice est aussi conditionnel au fait qu'au Québec, il y avait une pénurie vraiment importante là, à l'époque. Aujourd'hui, je ne recommanderais peut-être pas le même genre de réforme puisqu'on a un taux de couverture bien plus important. Okay.
Mais donc, de manière illustrative, on peut dire que investir dans les places est crucial. Donc, ça m'amène à conclure. Donc, il y a trois leçons importantes de cette étude. La première, c'est que la mise en place universelle de services de garde à contribution réduite peut générer d'importants retours sur investissement. Okay? Et ça va au-delà des impacts sur l'offre de travail des mères. Et je trouve aussi que ça a relativement peu d'impact sur les enfants, malgré l'expansion rapide. Et beaucoup de gens étaient un peu craintifs par rapport à cette expansion rapide, avec les effets, par exemple, sur la santé et tout ça, mais au final, à long terme, il n'y a pas de conséquences négatives sur les enfants. La deuxième leçon, c'est que je démontre donc l'importance des bénéfices non pécuniaires pour les mères. Et donc, je propose donc cette méthode comparative pour évaluer l'étendue du biais lorsqu'on nommait ce genre de bénéfices. Et la troisième leçon, c'est que l'accroissement donc de l'offre au niveau local est essentiel à l'efficacité de ces politiques au préscolaire. Okay? Notamment puisque ça réduit les coûts non pécuniaires de l'utilisation des services, donc la recherche, les déplacements vers les gardiennes, etc. Et que donc les parents ont une forte disposition à payer pour avoir une place proche plutôt qu'une diminution du prix. Et donc, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et donc, si vous avez des commentaires et suggestions, n'hésitez pas à poser maintenant ou de m'envoyer un courriel. Merci beaucoup.